Dans le cadre de nos archives non rediffusées à ce jour, vous écoutez le Libre Journal de l'Identité, dirigé par Pierre-Alexandre Bouclet, du 27 août 2010 et diffusé le vendredi 16 août 2019 de midi à 13h30. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Attention, exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission. Mais vos lettres seront toujours les bienvenues à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Chers auditeurs, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce libre journal de l'identité estivale qui sera entièrement consacré à Charles Maurras et qui aura la particularité et l'originalité, je l'espère, d'emprunter les chemins de traverse. C'est-à-dire que nous allons nous éloigner des aspects purement doctrinaux, qui sont évidemment fondamentaux, puisqu'ils structurent depuis un siècle la pensée politique de tout honnête homme de droite. Mais je voulais surtout aborder aujourd'hui une autre facette de Charles Maurras et faire découvrir, derrière le chef de l'action française, l'homme et surtout le provençal, le méditerranéen pétri de culture gréco-latine. Par là même, ne vous inquiétez pas, nous rejoindrons la politique, puisque l'identité provençale et méditerranéenne de Maurras me semble véritablement le berceau de sa pensée politique. C'est elle, j'en suis persuadé, qui a fait de lui un homme de combat et un théoricien politique, tout simplement parce que la politique lui semblait le meilleur moyen de défendre notre patrimoine historique et charnel, civilisationnel, comme on dit aujourd'hui. Ceci parce que Maurras était, encore une fois selon moi, avant tout un grand vivant, un défenseur de la vie, et non un défenseur de la théorie pour la théorie, fût-elle royaliste. Alors j'espère que nous pourrons vous le prouver tout au long de ce libre journal de l'identité. Et à vrai dire, j'en suis persuadé, puisque il se trouve que pour réaliser cette émission, j'ai trouvé la perle rare. Oh mon Dieu. Il s'agit d'une personnalité bien connue de Radio Courtoisie, qui, au-delà de sa connaissance encyclopédique du sujet, est également l'arrière-petite-nièce de Charles Maurras, c'est-à-dire qu'elle l'a connu. Mon invité idéal, donc, vous l'avez compris, est Dominique Paoli, qui dirige avec Anne Collin les Mardis de la Mémoire tous les mardis matins. Mais ce n'est pas tout, parce que pour que cette émission soit pleinement réussie, il nous fallait également convier Charles Maurras au micro. Alors, n'ayant pas de liaison avec la radio libre du paradis réel, j'ai prié un comédien que je suis fier de recevoir aujourd'hui, qui est un professionnel du doublage, de venir justement doubler notre vieux maître de Martigues en nous lisant une sélection de ses écrits. Alors nous allons faire un petit jeu, je vais vous donner quelques indices et je vais vous demander de le reconnaître. C'est une perle beaucoup moins rare que Dominique Paoli. Alors, vous avez peut-être déjà reconnu sa voix, en tout cas si je vous dis que vous l'avez vu dans La Légion saute sur Colvésie, que vous l'avez entendu dans vos séries préférées, je pense à Urgence par exemple, que vous le voyez régulièrement au Théâtre du Nord-Ouest, et si je vous dis qu'il accompagne ou supplée régulièrement Philippe Dugue au Libre Journal du Cinéma, vous avez compris évidemment qu'il s'agit de Philippe Ariotti. Alors... Oh là là. Ah bah tout de même. Que de compliments. Mérité. J'avais même oublié que j'avais fait tout ça. Alors, au-delà du plaisir donc purement littéraire, des passages que nous allons lire et que Philippe Ariotti va nous lire, ces lectures vont structurer toute notre émission et elles vont surtout vous permettre à vous, chers auditeurs de Radio Courtoisie, d'entendre véritablement les mots et les phrases et le rythme de Charles Maurras. Ce qui est à mon avis assez rare aujourd'hui, puisque peut-être certains auditeurs très jeunes ne connaissent-ils pas Charles Maurras, et qu'à la radio, finalement, on lit assez peu Charles Maurras. Donc ça sera l'occasion de le faire. Et ces lectures vont également permettre aux commentateurs que nous sommes de nous reposer sur une matière solide pour étayer des analyses sérieuses. Ainsi que nous le disions avec Dominique Paoli en préparant cette émission,
nous allons tout simplement nous livrer à ce que l'on appelle, dans le jargon des historiens, un commentaire de document, qui est la base de toute forme de réflexion historique. Alors, peut-être, cher Dominique, pouvez-vous nous dire, avant de commencer les lectures, pouvez-vous nous raconter comment vous avez rencontré Charles Maurras physiquement et comment ensuite vous avez découvert sa pensée ? Écoutez, d'abord, je voulais dire deux choses. Votre présentation est extrêmement louangeuse, laudative, comme on veut. Et il y a de quoi paniquer n'importe quel invité qui se dit « Mais après, mais que vais-je donner ?» Que vais-je donner ? Bon, ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que la richesse des textes de Maurras, la richesse de sa pensée, font que nous ne pourrons donner en 1h30 que des sortes de coups de projecteur sur des éléments forts, et il faut que les auditeurs nous pardonnent s'ils n'ont pas tout ce qu'ils attendent peut-être de ce que nous allons dire. Hein. Et ça, c'est vraiment très important. C'est trop riche pour 1h30. Et donc, d'ailleurs, nous leur donnerons, Pierre-Alexandre, vous avez prévu à la fin de l'émission, de donner des repères bibliographiques. Moi-même, je conseillerais le site Maurras, où on trouve beaucoup des textes que nous allons lire, que Philippe Ariotti va lire. Quelques-uns quelques références, pour que les gens puissent, les auditeurs de Radio Courtoisie puissent se procurer les livres. Voilà, donc tout ça, que les auditeurs sachent qu'ils auront des repères autres que les nôtres en fin d'émission. Alors, il y a une première chose, moi, que je souhaitais lire, mais c'est un très bref, je ne vais pas empiéter sur le talent de Philippe Ariotti, je le rassure immédiatement. Mais d'abord, dans son livre, dans sa biographie, la dernière biographie qui était écrite d'ailleurs sur Charles Maurras, celle de Stéphane Giocanti, dont on connaît le talent, l'intelligence, la clarté d'analyse, bon. Et il a écrit quelques lignes que je trouve absolument remarquables. Cette biographie, je le rappelle, est d'ailleurs publiée chez Flammarion et s'intitule « Maurras, le chaos et l'ordre ». Et il dit, dans le cours de son ouvrage, « L'image d'un Maurras froid et austère est certainement le plus grand contresens possible. Il est exactement le contraire. C'est un sanguin avec les qualités et les défauts du sanguin. C'est un vrai méridional, un méditerranéen. » Et je crois que si on ne sait pas ça dès le départ, si on n'a pas vraiment compris, saisi tout cela dès le départ, on ne peut pas comprendre Maurras. Maurras qui fut, entre autres, un grand amoureux, il faut le dire tout de suite, et ça correspond totalement à l'ensemble de sa nature. Tout ça. Et un sanguin, quelqu'un de vigoureux, qui mettait son épée au bout de ses idées, de son journal, puisque c'était un duelliste. Alors, pour répondre à votre question, donc maintenant, comment j'ai connu Maurras, je vais dire quelque chose de très prétentieux, mais pardonnez-moi, il m'a connu avant que je le connaisse. Parce que je suis née pendant la guerre, mes parents habitent en Martigues, justement, et lui, revenant, nous serons emmenés à en reparler, et lui, revenant régulièrement dans sa patrie, dans sa petite patrie, venait déjeuner chez mes parents, comme mes parents allaient dîner chez lui, enfin bon, il y avait des échanges constants. Et donc, ce qui se passait, c'est que moi j'étais bébé dans un berceau et que il me voyait donc, et à l'époque j'étais dans l'incapacité d'arriver à forcément à prendre conscience de qui était Maurras. Bon. Et puis, comme vous le savez, il a été arrêté en 1944, il a été jugé en 1945, et puis il est allé en prison. Alors, pendant toute cette époque, jusqu'en 1952, il était à Clairvaux, et moi je ne pouvais pas, enfant, y aller. Mes parents allaient le voir, mais moi je ne pouvais pas. Et donc, lorsque j'ai pu le voir, j'avais 10 ans, et c'était à Saint-Symphorien-les-Tours, à la clinique près de chez vous, où il était en résidence surveillée. Et donc, c'est là que j'ai découvert Maurras, et j'ai découvert un petit bonhomme extraordinaire. Il était plus très jeune, il était né en 1868, donc on était en 1952, il avait exactement donc 84 ans,
Et c'était extraordinaire de voir cet homme qui allait et venait dans sa chambre de clinique, où nous étions réunis autour de lui, nous n'étions pas très nombreux, et que je me suis demandé par la suite si l'objet de sa colère, puisqu'il piquait des colères, attention, des colères d'hommes politiques, de penseurs, hein. Désir. C'était pas, voilà, absolument. Ce n'était pas dû à un nouveau problème qui se posait sur les 30 Vers. Et donc il avait vraiment toujours eu à cœur de défendre et de veiller sur cet étang auquel il tenait fondamentalement. Voilà. Donc pour répondre à votre question, voilà. Alors nous y reviendrons d'ailleurs à cet étang de Vers. À cet étang de Berre, voilà. Alors, nous allons donc commencer nos lectures avec en guise d'avant-propos et pour planter le décor, justement, un passage de l'étang de Berre. Alors, je laisse la parole à Philippe Ariotti. J'écris au flanc d'une colline couronnée d'un moulin qui a cessé de moudre et qu'on prendrait de loin pour un vieux château ruiné, comme on en voit le long du Rhône. 5 ou 6 pins retiennent le sol friable de cette terre inconstante, et l'on y trouve aussi quelques oliviers lumineux. Le soir tombe. Vespère commence de briller aux confins des nuits et des jours sur cette pâle bande verte de l'Occident, serein, qui reçoit le feu des étangs et de la mer voisine. Le paysage a des formes calmes, précises, pourtant passionnées. Nulle part, la mer et les terres ne furent divisées et tranchées avec plus de soin. L'air transparent qui prolonge tous les regards trahit le moindre aspect des lieux, et cependant laisse songeur comme les lignes troubles des plus incertaines contrées. Voici une vapeur qui monte à point nommé, comme le dernier souffle de ce jour qui s'éteint. Ces flocons diaphanes nous rayonnent de la lumière. Cette lumière, un peu plus opaque que celle qui naît du ciel de midi, diffuse, dispersée, étendue à toutes les choses, n'altère les formes de rien, mais elle habille tout d'un voile décent et très pur. Ce qui se précisait avec une ardeur aveuglante se modère, se compose, s'atténue et prend les allures de vie et d'humanité qui conviennent. Voici des deux côtés de l'étang, allongés qui miroitent sous ma colline, les maisons de campagne ombragées d'un grand pin, pareilles aux palmiers d'Orient, et des fermes d'aspect plus humble que défend la muraille vive de cyprès alignés contre le Mistral. Pourtant, ces défenses sont rares. Nos bâtiments aux couleurs d'or roux aiment à montrer leur dédain du soleil et du vent. Beaucoup s'opposent seuls et nus sur une éminence au ciel dur. Les autres se contentent de l'ombre aérienne, spirituelle, abstraite de l'unique cyprès planté sur le flanc gauche ou le flanc droit de la maison. C'est un arbre 2 fois vénérable, car il est au moins séculaire, et je ne saurais dire à quoi il peut bien servir là. Pourtant, son ombre tourne avec les heures de chaque jour écoulé, et maintenant elle s'allonge mélancoliquement au feu du soleil qui descend dans cette direction de l'Orient qui marque la voie des renaissances au bout de la nuit du sommeil. J'ai dit ce qui se passe à la hauteur de ma colline, sur les petits monts alentours, dans le creux et la ville et ses canaux, et ces étangs couverts de barques noires ou de voiles peintes de rose, ces ports mélancoliques où les tartanes attendent pour se réveiller et partir, ces pêcheurs taciturnes inclinés sur les ponts et interrogeant les eaux glauques. Tout cela dessiné d'une netteté prodigieuse donne une image vive de la paix, du repos, avec cette impression que c'est une image trompeuse et que ville, étang, port, pêcheurs, voiles roses ou blanches, vivent agités comme nous d'un feu d'inquiétude infinie. Et, puisque j'en suis aux réminiscences involontaires, pourquoi craindre de dire qu'il me revient de vieux vers, autrefois aimés, dont je ne puis mieux faire que de confesser la faiblesse tout en reconnaissant qu'ils sont devenus comme un canton secret de moi-même. Les très vieux vers de notre mauvais enchanteur Baudelaire se réveillent. Il ne faut pas s'en étonner. À la campagne, dans la paix, dans le silence de l'âme, beaucoup de tentations oubliées réussissent à se faire jour. Beaucoup de formes rajeunissent, que l'on croyait mortes de vieillesse et d'ennui. Vois sur ces canaux dormir ces vaisseaux dont l'humeur est vagabonde. Les soleils couchants revêtent les champs, les canaux de la ville entière, d'hyacinthe et d'or, le monde s'endort dans une chaude lumière. Ainsi me reviennent les vers de l'invitation au voyage. Et là-dessus renaît le vent.
Il arrive du fond de la Crau, ma voisine, du lit tumultueux du Rhône, de la dentelle des Cévennes, invisible sur l'horizon. C'est bien ici qu'il conviendrait de situer quelques vieux drames de haine ou d'amour conscient. Pourquoi Stendhal n'a-t-il pas mieux connu ce pays-ci ? Je doute que son Italie lui ait fourni un emblème plus exact de la perfection de l'intelligence dans le désordre des passions. Cependant, 1000 choses simples s'agitent là-dessous. Des haines, des amours, des chocs de personnages très ordinaires. Si j'en ai peur, tout ce que pourrait fournir la psychologie même teintée de sociologie de la vieille ville endormie devant moi. Mais l'extraordinaire n'est peut-être que la splendeur du normal et du familier. Tout à l'heure, par mon étroit, modeste et mélancolique chemin de paradis, bordé de joncs, semé de pierrailles luisantes et traversé en son milieu de 2 belles ornières qui sans doute sont là pour me figurer le bonheur, je veux redescendre à la ville. De sages oliviers entre lesquels jouera une lune mauvaise m'avertiront que rien ne serait tel que de m'avancer là-dedans, distrait du vain secret des choses, seulement soucieux de savoir combien d'huile donnera la récolte, et si les olives seront plus abondantes ou plus profitables que le froment. Mais je n'aurais point dépassé la dernière limite du champ maternel, que sans doute je songerai soit à l'agitation de l'inerte démocratie, soit à la querelle des sages me disant, selon Taine, que si l'homme se distingue de l'animal et le grec du barbare, ce sera par l'étude de la philosophie et le soin des affaires publiques. C'est magnifique, ce texte. Ouais. Et puis, en plus, lu par Philippe Ariotti, ça prend un relief extraordinaire. Non, mais c'est vrai. Je buvais, pardonnez-moi ce terme familier, je buvais du petit lait. C'est tellement merveilleux. Je dois dire que en plus, on trouve tout Maurras dans ce texte. Oui. On a déjà un des plus beaux couchers de soleil de la littérature, je crois. Ah oui. C'est le tableau d'une Provence bien charnelle, bien réelle. Voilà, et on retombe sur l'aspect sensuel et charnel de Maurras. Et j'allais dire aussi anti-romantique, parce que j'aime beaucoup ce passage. Et je partage assez son idée. Lorsqu'il parle des 1000 choses simples qui s'agitent là-dessous, des haines, des amours, des chocs de personnages très ordinaires, mais l'extraordinaire n'est peut-être que la splendeur du normal et du familier. Pour moi, c'est vraiment... c'est tout à fait lui. Mais c'est tout à fait lui. C'est quelqu'un, c'est un homme qui a su transcender absolument tout ce qu'il a vécu. C'est ça. Il y a chez lui une forme d'embellissement, bien sûr, mais surtout il transcende et avec un talent d'écriture, parce qu'il a été formé, on va le voir, vraiment il a fait ce qu'on appelle des humanités. Oui, c'est ça. Alors, nous venons donc de découvrir l'étang de Berre, donc le livre, mais aussi le lieu un petit peu. Oui. Alors, d'abord, pouvez-vous nous dire, Dominique Paoli, pourquoi vous avez choisi ce passage et ensuite nous expliquer en quoi ce lieu a beaucoup compté pour Maurras, alors que vous me le racontiez hier, lui a même permis de poser les premiers jalons d'une écologie de droite à la française. Ce thème, cette écologie de droite chère à notre ami François Bousquet du Choc du Mois. Alors, pourquoi tout cela alors ? Parce que, il y a la beauté du texte, et comme je vous le disais il y a quelques instants, il y a le côté complet du texte, ça présente bien l'homme, ça montre tout ce qui l'intéresse dans la vie et tout ce qui l'attache à la Provence, donc là il y a vraiment tout ce qu'on souhaite, et également ce qui débouche, comme vous le disiez tout à l'heure, sur ses engagements politiques. Alors, cet étang de Berre, c'est quelque chose de très spécial. C'est une mer intérieure, beaucoup plus qu'un véritable étang. Ça fait quand même 155 km², donc c'est déjà pas si mal. Alors, il faut savoir, et c'est quand même une histoire assez extraordinaire, que cet étang, puisque c'est comme ça qu'il s'appelle, date de la dernière glaciation, du Quaternaire, et qu'il a environ 8000 ans. Il a 8000 ans d'âge. Et vers le VIe siècle, les Phocéens, comme vous le savez, ont débarqué en Provence. Et lorsqu'ils sont bien entendu venus à Marseille et aussi à Martigues. Alors il y a une grande querelle pour Maurras parce qu'il voulait absolument qu'ils aient débarqué, les Phocéens, d'abord à Martigues et ensuite à Marseille. Passons sur ces querelles. Coquetterie régionaliste. Tout à fait, passons. Mais ce qui est important, c'est que c'est devenu
très très rapidement donc une espèce de colonie de peuplement. Il y a eu énormément de gens qui sont venus s'installer là. Et donc, et là-dessus, quelques siècles plus tard, en 104, enfin en 106 ou 107 avant Jésus-Christ, les Romains évidemment étaient présents. Bon, et on comprend que Maurras est d'ailleurs baigné dans la romanité en Provence, hein, bon, surtout du côté d'Arles, etc. Et quand Marius est arrivé avec son armée, il a cherché un endroit pour abriter justement ses troupes. Et il a repéré cet étang, il s'est dit, ben voilà un endroit merveilleux. Mais il faut qu'on puisse venir de la mer, hein, il faut pouvoir communiquer. Et c'est lui qui a fait percer le fameux canal de Caronte sur lequel est bâti Martigues. Parce que donc, entre la mer et l'étang, il y a toute une série de canaux, et ces canaux, c'est Martigues. Donc voilà. Maurras est né en plein sur le chantier de la romanité. Ah mais absolument, absolument. Alors je crois qu'il en voulait un peu à Marius, je ne sais plus trop pourquoi, peu importe. Hein. Mais ce qui est certain, c'est que ça a modifié l'écologie de l'écosystème de l'étang, puisque l'étang qui était un étang d'eau douce est devenu un étang d'eau salée. Alors très récemment, c'est redevenu, il y a eu une part d'eau douce qui est revenue avec les histoires hydroélectriques de la Durance. On a introduit de l'eau douce dans l'étang, mais c'est très récent, ça. Et alors surtout, Maurras s'était battu donc pour maintenir l'écosystème justement dont on parlait sain, alors que des raffineries apparaissaient, c'est ça? Alors, ce qui s'est passé, c'est que Maurras a toujours déjà très tôt, dès 1890, il a soutenu les patrons pêcheurs et les pêcheurs en général. Patrons et autres. Il a été, et d'ailleurs ils lui en ont été toujours très reconnaissants, il y a aucun doute à ce sujet. Et donc, oui, dans les années, alors là c'était un problème d'hiver très froid, et ces gens-là n'avaient plus pu gagner leur vie, et donc il les a soutenus, il a fait donner des subventions, etc. Mais surtout dans les années 25, 30, 31, il y a eu l'installation sur l'étang de Berre, enfin, des deux complexes de la Mède et de la Véra, c'est-à-dire, donc la Mède c'est Total et la Véra c'est Shell. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a eu des désastres écologiques, il y a eu un pétrolier qui a arraché quelque chose et ça a fait une marée noire, enfin, etc. Et donc, Maurras s'est battu pour ça. Et en 52, justement, l'année où il va, hélas, disparaître, il y a encore une catastrophe écologique. Donc, Maurras est toujours resté très attaché à la protection de l'environnement de Martigues. Ouais. Eh ben, je vais le transmettre à François Bousquet qui vraiment va en faire son miel. Alors, on va peut-être passer maintenant, parce que, hélas, le temps nous presse et il faut passer au sujet. Nous allons passer de l'écologie à la géographie. Donc, à la géographie du cœur, à la géographie humaine de Charles Maurras, en découvrant précisément Martigues, qui est vraiment le cœur de sa petite patrie. Et nous allons donc découvrir deux textes très importants, l'un surtout, qui vont nous aider à pleinement entrer dans l'univers régionaliste de Maurras. Il s'agit d'un poème, Le carrefour des 7 chemins à Martigues, qui est extrait de Montjardin qui s'est souvenu. Et ensuite, donc nous allons d'abord peut-être lire celui-ci et ensuite nous lirons l'autre après avoir commenté le poème. Nous entendrons donc des extraits de Les 30 beautés de Martigues, qui est le discours de réception chez les Félibres de Paris en juillet 1888, il faut préciser. 1888, oui. Et qui est tiré de l'étang de Berre. Il avait 20 ans. Il avait 20 ans. Alors, Philippe Ariotti, pardon. Vous avez la parole pour le carrefour des 7 chemins à Martigues. Carrefour oblongue, étoile à 7 branches, l'un de tes chemins descend à la mer, le ciel a promis à ma voile blanche les vents de la plaine et du vétiver. Le chemin qui suit ramène à la ville des 30 beautés qu'en toute saison déroulent ses ponts, ses canaux, ses îles et, du quai natal, mon humble maison. Oppressé jadis entre deux murailles, un autre chemin se perd dans les fleurs, la même où revient flamber où que j'aille le parterre igné de mes chandeleurs. Sur le blanc caillou part comme une folle la route de Bouc, Fosse, Arles. Elle court après les chansons aux chaudes paroles des sœurs de Mireille en robe de cour. Chemin des étangs que frange une eau vive, le mur grec oppose un large flambeau au sillon pierré qui de Rome arrive, labourant la roche entre les tombeaux.
Plus près, à mi-côte, en pleine lumière, une colonnade et sa porte d'or couronnent la route où le cimetière, fosse à fosse, attend les barques du port. Et, si la pierraille ou la ronce mordent les pas douloureux de leurs pèlerins, une vierge aux yeux de miséricorde abrège d'en haut l'ultime chemin. Envoie. Mais c'est ici-bas, au cœur de l'étoile, qu'en ton milieu même, ô saint carrefour, la charnelle idée a levé les voiles qui m'ont révélé les grâces d'amour. Alors... Oui, ce poème appelle quelques explications, oui, bien sûr, parce que bon, il pourrait peut-être paraître un tout petit peu hermétique. Alors, il y a eu deux interprétations de ce poème. La première est une interprétation symbolique. De grands esprits du temps de Maurras ont vu là les 7 chemins, les 7 voies, V-O-I-E-S, les 7 voies qu'avait prises la vie de Maurras. Bon. Et ça, donc, c'est une première interprétation. Mais une interprétation plus pragmatique, je dirais plus prosaïque, veut qu'il y ait effectivement un carrefour où il y a quasiment 7 chemins et qui se situe dans la partie de Martigues qui s'appelle Ferrières. Alors je rappelle que Martigues est en 3 parties principales. Au centre, l'île, en toute logique, où est né Maurras, qui est Marceau, et il y fait allusion dans le poème. Et puis au nord, Ferrières, au sud, Jonquière. Alors, ce carrefour, effectivement, on voit que ça mène dans des tas de directions, et ça mène en particulier au chemin de Paradis, où est la maison Maurras, maison que Maurras a choisie, maison de campagne. Lorsqu'il était enfant, au moment d'un héritage familial, il a persuadé sa mère de choisir cette maison plutôt que de rester dans l'île au Quai Marceau. Voilà. Donc c'est la raison, et c'est cette maison qui est toujours là et qui maintenant a été donnée selon le vœu de Maurras à la municipalité et qui est une bastide du XVIIe siècle. C'est la maison Maurras, et il y a d'ailleurs une association, l'association des amis de la maison du chemin de Paradis, qui entretient la mémoire de Maurras. Donc voilà si vous voulez, l'aspect pratique de ce poème, mais il s'y ajoute également, je dirais alors là, un troisième point qu'on comprend bien dans l'envoi. Un envoi mystérieux, oui. On met la charnelle idée à lever les voiles qui m'ont révélé les grâces d'amour. Oui. Bon, je veux pas être trivial, mais j'ai l'impression que c'est quand même là, et ça m'a été en gros confirmé, que Maurras, a eu probablement sa première grande expérience en général, donc avec certainement, il avait beaucoup d'estime et beaucoup de respect pour la femme qui lui a fait ce cadeau, je dirais. Et donc, mais voilà, donc c'est certainement ça aussi qui intervient dans ce poème. Entendu. Bon, c'est petite question. Un joli secret. En grec, omphalos, guess. Ça veut dire c'est ça? Oui, attendez, je regarde. C'est juste au carrefour des 7 chemins. Ah oui. Oui. Vous savez que les références de Maurras sont perpétuellement des traductions du grec et du latin. Et alors, oblongue étoile à 7 branches. Il faut savoir que l'étoile du Félibrige est une étoile à 7 branches. Ce sont les 7 rayons de l'étoile du Félibrige. Ça, c'est une référence aussi qui est importante. Donc c'est sans doute un hommage, oui. Oui. Alors, on parlait tout à l'heure justement de sa naissance donc dans un bassin de romanité. Et là, on voit que le paysage s'incarne dans son... Enfin, l'histoire s'incarne dans son paysage, puisqu'il parle d'un mur grec. Tout à fait. Alors... oppose un large flambeau au sillon pierré qui de Rome arrive. C'est typiquement vraiment tout cet héritage qu'il voyait donc au quotidien. Voilà. Alors, il faut savoir que ce mur grec, c'est le mur de Saint-Blaise. Saint-Blaise est une toute petite commune il y a Saint-Mitre, toujours en partant du carrefour, il y a la route de Saint-Mitre. Saint-Mitre est un village perché charmant d'ailleurs. Et de l'autre côté de la route, lorsqu'on va sur Saint-Mitre, il y a une route qui mène justement à ce mur. Il y a une petite chapelle d'abord, et puis il y a ce mur grec
l'appelait le mur grec, et qui est justement sur lequel on a beaucoup fantasmé pour le débarquement des Phocéens. Et donc il domine, il est sur une hauteur, et il domine ce qu'on appelait les étangs du Pourra, et qui sont maintenant asséchés, qui sont maintenant de la terre ferme. Entendu. Alors nous allons maintenant passer au second extrait, donc les 30 beautés de Martigues, que Dominique Paoli nous commentera donc après. Ah, toutes ces beautés. Si j'en faisais le dénombrement et le compte, vous seriez ici jusqu'à demain. Pour vous faire plaisir, mettons que Martigues soit seulement doté de 30 beautés. Le plus joli morceau de la création, qui est la femme, n'en a pas davantage. Je prouve tout ce que je dis. La première beauté de mon Martigues, c'est l'étang de Berre qui le matin blanchit et qui le soir s'azure. Quand je regarde de ma maison, l'étang qui, de ses 1000 langues vertes, lèche amoureusement le sable de ses calanques et ronge les rochers où l'on pêche le rouget. La seconde, c'est l'étang de Caronte qui le rejoint à la grand-mer. Les tartanes et les autres barques qui font gonfler leurs larges voiles aux angelots joufflus. La troisième, ce sont nos collines nues qui se gonflent comme mamelles et qu'embaume l'arôme chaud des thym, des fenouils, des romarins et des sarriette. La quatrième, ces champs de pierres plantées d'oliviers où vient l'odeur du sel dans la brise. La cinquième, cette petite chapelle de la Bonne Mère, si haut perchée sur laquelle un boulet anglais est venu s'aplatir, qui sait quand, et que les ex-voto des pauvres gens étoilent comme des fleurs d'amour. La sixième, nous avons le Mistral pour balayeur principal. La septième, nous avons pour fosse d'égout la Grande Mer. La huitième, le Saint-Christ, qui est à l'entrée d'un canal et dont le soir une lanterne rouge ensanglante les jambes rompues. La neuvième, les grandes arrivées des caïques en hiver à coups de rames, pleins de grands diables aux cabans qui ruissellent de pluie et d'eau de mer. La dixième, les vastes corbeilles où remue le poisson comme vif argent. Qui peut dire combien il y a de bouillabaisse là-dedans? La onzième, les monceaux de sel aux salines qui attendent le chaland et les douaniers qui font un peu moins que d'attendre les fainéants. La douzième, le coup d'aile des goélands qui raillent le ciel. La treizième, la cabriole des mulets hors de l'eau dès qu'ils sentent le grain. Alors plus loin, donc nous coupons et il ajoute à la 20e beauté. La 20e beauté des Martigues, c'est bien sûr notre poutargue. Pour manger sa pareille, il faut aller jusque là-haut, chez les Russes pâles. Bien sûr, c'est une allusion au caviar, évidemment. Oui, alors, la poutargue est une rogue de mulet, donc la poche d'œuf d'un poisson femelle, donc qui est fumée et séchée. Séchée, c'est surtout séché. Et que l'on mange en tranches, donc il peut accompagner un plat de pâtes ou alors une tartine. Ouais, et qui est effectivement une forme de caviar. C'est une forme de caviar. Ce sont des œufs de poisson. Et c'est en général conservé dans de la cire. Ah oui. Oui, pour pouvoir, enfin, pour la conservation, donc. Mais effectivement, cette poutargue, ma mère arrivait à en faire à Paris. Elle arrivait à se procurer des œufs de mulets qu'à Paris, dont on ne voyait pas on ne voyait pas la nécessité, et elle les récupérait. Alors, il faut quand même savoir que la poutargue n'est pas un produit bon marché, hein. Donc, et c'est vrai que sans Martigues, sans poutargue, ce n'est plus Martigues, hein. Donc, voilà. Mais ça, on voit bien, hein. Nous avons surtout là un texte très très important, puisque c'est le discours, donc, au fait libre. Voilà. Alors, ça va nous entraîner dans une longue digression, mon cher, parce que... Et il le faut. Bon, il faut savoir que Maurras s'était intéressé à Mistral, bien entendu, durant ses études, mais lorsqu'il est arrivé à Paris le jour exact du 80e anniversaire de la bataille d'Austerlitz, c'est-à-dire le 2 décembre 1885. C'est quand même pas, hein, c'est pas rien. Et il était tout jeune, hein, puisqu'il était né donc le 20 avril 1868, et il n'avait donc même pas 18 ans. Et très vite, tous les provinciaux le savent. Enfin, c'était beaucoup plus certain à l'époque de Maurras et même par la suite. Il y avait un regroupement des provençaux à Paris, mais pas n'importe quel regroupement. Il a trouvé là les faits libres provençaux qui, quelques années auparavant, avaient créé donc les faits libres de Paris.
Vous savez que, bien entendu, le grand maître des Félibres, c'est Frédéric Mistral, mais c'est aussi Théodore Aubanel, ce sont d'autres poètes ou écrivains. Et Maurras a commencé par écrire un texte sur Aubanel en provençal. Or, il ne connaissait pas tellement bien le provençal quand il est arrivé à Paris, et sa mère le plaisantait toujours en lui disant « Tu as appris le provençal à Paris ». C'est amusant, ça. Ouais. Et donc, il a écrit ce texte, on l'a un petit peu perfectionné pour la publication, et c'est ce texte qu'il a d'abord dédié à Aubanel. Mistral l'a trouvé très bien, tout le monde l'a trouvé très bien, et il a été, en 88, donc pas longtemps après, il a été admis et il a fait ce discours. Et dans ce discours, bien sûr, il parle de fédéralisme, etc., bien sûr, aussi, mais il voulait vanter les 30 beautés de Marty. Voilà. Alors c'est un discours, oui, qui est important dans sa vie, parce qu'il marque aussi donc son adhésion tout de même très forte au régionalisme, et puis son appartenance à un cercle fermé, et le fait que même à Paris, il n'abandonne pas ses racines. Absolument pas, mais là, le mot racine, on ne peut pas trouver un meilleur mot que le mot racine pour Maurras à Paris, pour Martigues. C'est l'évidence, pour lui, c'est quand même la manière de ne pas se sentir complètement coupé de Martigues. Enfin, il est tout jeune, vous vous rendez compte, il a 17 ans quand il arrive à Paris. Ah oui, c'est vrai, je me suis jamais rendu compte que c'était à 17 ans. Oui, 68-85. Ah oui. Il a 17 ans et là, sa mère a trouvé qu'il fallait vraiment... Alors sa mère l'a accompagné au départ, a vécu avec lui quelque temps, et puis ensuite, elle l'a lâché tout seul à Paris. Mais entre-temps, il avait d'abord été créé des relations, il avait tout de suite été remarqué. C'était l'évidence. Et puis donc, il y avait les faits libres. Alors, effectivement, dans ce texte, et puis dans bien d'autres, Maurras... fait l'apologie, si je puis m'exprimer ainsi, ce n'est pas un mot péjoratif dans ma bouche, une allusion à tout ce qu'est le fédéralisme du félibrisme. Et il a très rapidement, en 88, rédigé avec un autre royaliste qu'il avait connu, qui était provençal, toulonnais, Frédéric Amoretti, ils ont donc rédigé ce qu'on a appelé la Déclaration des Félibres fédéralistes. Et il faut savoir qu'à l'époque, ça a fait grand bruit, parce qu'il s'est levé dans cette déclaration contre le centralisme jacobin. Oui. Alors, donc, quand quelquefois j'entends dire que Maurras a un nationalisme jacobin, là je suis dans le doute. Rappelons que le jacobinisme donc, est la théorie centralisatrice des révolutionnaires français de 1789-93. Oui, c'est ça. Et qui ont voulu déposséder toutes les anciennes provinces de leurs prérogatives et de leur relative autonomie. C'est ça, et créer les départements. Exactement, pour mieux déstructurer toute l'aspect naturel de ces provinces et de ces régions. Et Maurras, justement, se battait contre ce principe centralisateur, puisqu'il était pour une monarchie décentralisée, et qu'il souhaitait que les provinces puissent bénéficier d'une relative autonomie. Oui, c'est le principe de subsidiarité, c'est-à-dire que ce qui est possible de faire à un échelon local doit être fait à un échelon local, sans avoir à remonter toute une hiérarchie pyramidale. Ah oui. Alors d'ailleurs, il écrit lui-même, nous en avons assez de nous taire sur nos intentions fédéralistes, quand les centralisateurs parisiens en profitent pour nous jeter leur méchante accusation de séparatisme. Parce que, bien entendu, il n'est nullement parce qu'il n'est question... pas breton, voilà. ou basque, ou même alsacien. Ah oui, c'est ça. Donc, il veut rétablir les libertés communales, remplacer les départements, etc. Et d'ailleurs, quand Maurras parle de la Provence et de son attachement et de sa conception des rapports entre la France et la Provence, il dit... Pour moi, c'est comme provençal que je me sens français. Oui, mais c'est le concept de la petite patrie qui a été développé par le républicain Barrès d'ailleurs, mais où il se retrouve. Oui. Alors, mais en tout cas, en aucun cas, effectivement, ce séparatisme qui peut être celui de Breton à la même époque que Maurras. Je pense à des gens comme Ollier Mordrel, qui étaient les théoriciens du séparatisme, de l'indépendantisme, alors que Maurras... Pas du tout. Et alors il poursuit, ça c'est important parce que c'est toute sa pensée qui en découle. Je ne comprends pas ma Provence sans une France, pas plus que je ne peux comprendre cette France prospère et puissante sans un roi protecteur et vengeur de ses libertés. Eh bien alors ça, c'est très très important parce que
ça nous amène aussi à une autre comparaison. On vient de le comparer avec les séparatistes régionaux en France, mais beaucoup de gens, peut-être un peu paresseux, il faut peut-être le dire, ont souvent tendance à amalgamer Action française et fascisme, et à faire de Maurras un théoricien qui serait à peu près semblable aux théoriciens de son temps, hein, c'est-à-dire les Hitler, Mussolini, etc. Bon, je pense que c'est absolument faux. Et on le voit parce que Maurras est à mon avis un ancien, là où les autres sont des modernes. Et pour Maurras, la civilisation gréco-latine, donc je le disais tout à l'heure, s'incarne dans le réel, elle est charnelle, et ça n'est pas une abstraction. Et c'est ce qu'il distingue justement des théoriciens de gauche, communistes ou nationaux-socialistes, puisqu'il accorde une grande importance au passé, qu'il ancre sa pensée dans le réel, et que loin de l'aridité d'un Lénine ou du fanatisme d'un Hitler, qui sont tous deux des modernes révolutionnaires avec des prétentions pseudo-scientifiques à transformer l'être humain, pour mettre en place donc leur ère messianique, hein, parce qu'ils sont messianiques et déterministes scientifiques. Maurras, lui, aime les hommes, donc il ne veut pas les transformer. Il veut leur trouver le meilleur moyen, le meilleur mode de gouvernement, c'est la monarchie, et pour justement les gouverner au quotidien, tout en assurant leur bien-être, leur liberté et l'intérêt général. C'est incroyablement différent des projets des théoriciens qui sont ses contemporains. Ça n'a rien à voir. Donc en gros, pour prendre un raccourci, ce qui compte pour Maurras, ce n'est pas d'apporter le bonheur universel après avoir éradiqué une partie de la population, mais c'est d'assurer le bien-être et de permettre aux pêcheurs de Martigues, justement, de rentrer tous les jours avec ses filets pleins et d'assurer le bien-être de sa famille et de préparer la poutargue dont nous parlions. Mais d'ailleurs, il emploie le terme d'animal social pour l'homme. Hein, oui. C'est très important. Hein, oui, tout à fait. Et alors, il faut quand même aussi savoir une chose, c'est que je dis ça à l'intention des auditeurs de Radio Courtoisie qui n'auraient pas lu mes idées politiques, mais l'introduction, c'est la politique naturelle. Donc, lui, il fait une politique naturelle et non pas une politique artificielle comme à prétention scientifique. Voilà, comme le faisait et idéologique, comme pouvaient le faire et les autres ont pris modèle, hein, comme pouvaient le faire les révolutionnaires de 1792. Complètement, oui, tout à fait. C'est là, et qui, à mon sens, nous en parlions l'autre jour dans une autre émission, qui, à mon sens, ont berné le peuple en parlant au peuple de patriotisme, alors que ce n'était pas du patriotisme. Et c'est pour ça que quand Maurras emploie le mot de patriotisme, lui, il l'emploie dans son véritable sens, et non pas pour berner les gens qui le lisent. Ça n'a rien à voir. Donc, et ce n'est en aucun cas un nationalisme jacobin. Tout à fait. Alors, nous bagnaudons là sur les chemins de paradis, mais le temps presse. Malheureusement, il faut encore avancer. Alors, chers auditeurs de Radio Courtoisie, cette émission est préenregistrée, je vous le rappelle. Vous ne pouvez pas nous envoyer de messages. Cela dit, comme dit notre bobino habituel, vous pouvez nous écrire et nous lirons tout ce que vous avez à nous dire. Mais en attendant, puisque nous ne pouvons pas vous donner la parole, nous allons à nouveau donner la parole à Charles Maurras par la voix de Philippe Ariotti en abordant l'enfance et la formation familiale de Maurras. Alors pour cela, je vous propose d'écouter la lecture du chapitre intitulé « Le secret », qui est extrait de La musique intérieure, paru en 1925. S'il m'était offert de revivre l'une de mes heures passées, je n'hésiterais pas à choisir ma petite enfance. Aussi loin que j'y peux descendre, seul désormais sans le secours des mémoires, qui sont éteintes, je vois de longs jours filés d'or que l'hiver même éclaire d'un soleil luisant, clair et beau, que nul printemps ne me ramène. Des saveurs, des parfums, des contacts de toutes choses se dégage l'esprit de la surabondance accordée aux jeunes désirs. L'événement et le souhait, la réalité et le rêve se tiennent et se suivent par des liens délicats qui ne se rompent jamais. Tout a un sens. Son lustre. Ah, comme dit le grec optimiste, il était bon et doux de voir la lumière. Pour l'amertume que cette douceur recouvre, elle compte pour rien quand elle est bien cachée. Je dois dire qu'elle fut supérieurement pendant ces années de délices. Un mot dira tout. Mes yeux s'ouvrent et le monde visible verse en se révélant je ne sais quelle fête de surprise enchantée. Quelquefois, je le vois bien, mes bons parents me raillent
pour l'impatiente avidité de ma joie, mais à d'autres moments, cela fait dire à leur tendresse que le petit est intelligent. Pas du tout. Il veut vivre, s'emparer, s'assurer d'une multitude de biens. Il est tout yeux, tout âme pour les autres, la mer, les prairies, les jardins, les vignes et les blés, un peu ivre de tout ce que lui manifeste la terre et le ciel. Mais ces douces félicités du regard, il n'y en a pas une que je puisse revoir ni me rappeler en silence. Même aujourd'hui, elles reviennent comme elles m'arrivèrent, précédées et suivies d'une mélodie continue. Chacun des mouvements que je surprends ou j'imagine sur le palier supérieur où marchent les grandes personnes affecte aussi les apparences d'un chœur perpétuel soutenu de concerts qui ne s'arrêtent pas. Autant l'avouer tout de suite, je rêve de la vie comme d'une salle de bal, et je n'ai pas souvenir d'une seule minute où ma joie et ma peine aient cessé de dépendre de la rumeur chantante qui se noue, se dénoue autour de mon berceau ou de mon petit lit. Tout à fait différent ceci de ma mère, grande liseuse, mais qui fredonnait à peine, mon père était véritablement possédé de la danse et du chant. Il m'avait annoncé à l'arrivée de mon jeune frère en chantant et en dansant, mon frère aîné étant mort avant ma naissance. J'avais les mœurs du fils unique et regardais d'un œil jaloux le petit rival nouveau-né que de caresses maternelles perdues pour moi. Mon père me prenait la main. « Allons, viens, disait-il, nous sommes les hommes !» Si je traînais un peu, il me faisait sauter et rire au moyen d'une vieille petite chanson que j'ai retrouvée depuis dans l'itinéraire. Les demoiselles de Pingalie, filles de notre consul Azéa, la chantèrent en grec pour monsieur de Chateaubriand. « À vous dirai-je, maman, ce qui cause mon tourment, depuis que j'ai vu Lysandre, etc., etc. » Tels ont été mes premiers pas dans les jardins et dans les vergers de Martigues, grâce à l'humeur ingénieuse et gaie que me montrait mon père. De conditions modestes et de profession sédentaire, il formait un type accompli du petit fonctionnaire, très appliqué à des devoirs que l'amour du bien public ennoblit, mais non moins passionné pour les livres, les arts et tous les autres jeux et délassements de l'esprit. Il avait couru la France, visité Londres, revu souvent Paris, rapporté les idées générales qui stimulaient encore son désir de se cultiver. J'étais surpris de vérifier, dans ce qui me reste de sa correspondance, à quel point lui étaient présents son Racine, son La Fontaine, son Voltaire. Le sens du plaisir et le goût d'apprendre se rencontraient en lui au point de se confondre. « J'étudie toujours, disait-il. Si je dois à ma mère ce que j'ai de sérieux et de volonté, je tiens de lui le goût de voir et de savoir, et en général, ce qui se rapporte au sentir. La passion des petits vers me vient aussi de lui. Il en rimait à l'occasion pour les fêtes, anniversaires ou mariages. J'ai retrouvé 6 strophes délicates et tendres, composées pour ma mère au moment de leur fiançailles. Il avait 53 ans. Sa vivacité naturelle, unie à la passion de la vie de société, recouvrait certains fonds graves, même tristes du caractère, et lui imprimait ce tour aimable, enjoué, que l'on voyait seul. Il n'était pas né dans notre petite ville. Bien avant qu'il s'y mariât, le pays lui avait plu, car l'accent généreux, de vitalité souriante que jadis les Provençaux de la Renaissance ont beaucoup remarqué dans ce modeste centre de jeux et de travaux de musique et de poésie, enfoncé et perdu dans la solitude palustre. Un murmure de fête heureuse ne s'en est jamais évanoui tout à fait. Était-ce que mon père voulut me le transmettre comme un hôte fidèle et un fils adoptif pieux? Était-ce seulement qu'il suivit sa nature? Sa chanson ne s'arrêtait pas. Le sacré, le profane, tout ce qui se module à l'église ou à l'opéra, français, latin ou provençal, ou méli-mélo des 3 langues, il sait tout, n'oublie rien. Et du même esprit libéral, qui donne aux pauvres et rend service aux passants, il confie ce mouvement d'une âme sonore à l'oreille de son enfant émerveillé. De vieux sang provençal, noueux comme nos chênes, sensibles et ondoyants, comme nos tamaris, l'Antiquité lui reconnut pour un véritable Ligure, peuple si musicien qu'il avait donné son nom à la muse. Que de petits et de grands airs rencontrés par la suite m'ont fait penser à lui, qui me les chanta le premier. Le temps lui a manqué pour entreprendre l'éducation qu'il rêvait et la pousser méthodiquement dans toutes ses voies. Mais je conserve l'enchantement et le charme de son rythme incarné, m'attirant vers les hauteurs mystérieuses qu'il me faudrait atteindre au fur et à mesure que je saurais grandir. Cette impression ne faisait qu'avec l'ample douceur de la tendre lumière dont je me sentis enveloppé aussi longtemps qu'il fut là, c'est-à-dire pendant mes 6 premières années.
tout ce que l'on m'a dit de la vigueur de son esprit, tout ce que me redisent de la gravité latine de son visage, 4 ou 5 portraits conservés n'y pourra vraiment rien. Non, pas même le souvenir direct de ce que j'appelais sa figure du bureau, car cette image, un peu durcie, ne me revient qu'éclairée, comme dorée d'un sourire et d'une cadence dont la forme s'accorde avec celle qui a flotté tout au fond des pensées de mon jeune frère orphelin au berceau, qui ne manquait pas de répondre à qui lui demandait ce qu'il se rappelait de son pauvre père. Il me chantait et il me dansait. C'est magnifique. Je crois que tout y est, là. Je pense que pour son enfance, le texte de Maurras est suffisamment explicite. Simplement, je dirais que donc son père était percepteur d'une famille de percepteurs d'ailleurs, originaire de Roquevert, où Maurras est enterré dans le caveau familial, et que par ça, sa mère était née à Martigues et son cœur est à Martigues dans le jardin de la maison Maurras. Voilà. Donc, et le petit frère qui est né, c'est Joseph. Avec lequel il sera extrêmement lié, je vous rassure, la jalousie n'a pas duré, et qui était le père donc de Jacques Maurras. Donc Maurras, neveu et fils adoptif de Maurras, de Charles, et c'est encore aujourd'hui Nicole Maurras, la femme de Jacques, qui préside l'association des amis de la maison du chemin de paradis et qui fait beaucoup pour la mémoire. Maison que l'on peut visiter aujourd'hui. Oui, on peut le dire aux auditeurs. Ça, c'est plus compliqué parce que elle est en travaux depuis pas mal de temps. Bon. Maintenant, c'est l'intérieur. Le jardin est en état, ça va. D'accord. Bon. Alors. Peut-être, justement, peut-on profiter de ce passage pour résumer un peu l'enfance de Maurras? Oui, c'est ça. Alors, il faudrait, donc le texte, évidemment, continue, mais il serait peut-être un peu long. Il y a 2 personnes qui ont aussi beaucoup compté pour lui. C'est son vieux Marius, un emballeur qu'il retrouvait à Roquevert, parce que l'été, ils allaient à Roquevert, donc, passer les vacances. Et puis, aussi sa bonne Sophie, qui lui a raconté énormément de choses sur Martigues, sur la Provence, sur les coutumes, etc. Donc ce sont 2 personnages qui viennent compléter l'univers familial. Alors après... Et il perd son père très jeune. Alors il perd son père très jeune, son père meurt, il a vraiment... D'ailleurs, ce texte que Philippe Ariotti vient de nous lire et qui a été écrit pour la Noël, non c'est l'enthousiasme, le suivant, qui a été écrit pour la Noël juste quelques jours, Noël 53, juste avant la mort, le décès de son père, qui est mort brutalement, comme ça, si mes souvenirs sont bons, en janvier 1854. Donc Maurras a 6 ans. 6 ans. Et c'est la mère qui, heureusement, était une forte femme, mais au sens moral du terme, qui va élever ses 2 fils et qui va les emmener à Aix-en-Provence pour qu'ils soient les élèves du collège catholique. Et c'est ça, au fond, l'étape suivante. Ouais. Rappelons que Maurras avait un esprit très curieux et que il embarrassait parfois ses parents en leur posant des questions un petit peu plus abstraites, et c'est le cas du fameux texte sur l'enthousiaste. Oui. Qu'est-ce qu'un enthousiaste? Et là, le père de Charles Maurras... qui lui explique donc ce qu'est un fusil, avait fait allusion. Cheval, il a beaucoup de mal à lui expliquer. Ah ouais, il cale les parents. Hein, il a dit ça d'ailleurs d'une manière très logique, le père, puisqu'il parle du nouveau curé de Martigues, dont il dit qu'il était un enthousiaste. Alors, comment expliquer ça? Et c'est vrai que quand on décortique le mot enthousiaste, ça vient précisément, c'est le service de la divinité dans la joie. Bon, donc ça correspond très bien, voilà. Donc je crois qu'il va falloir que plutôt on continue vers Aix, à moins que vous n'ayez d'autres idées. Non, je ne pense pas. On voit en tout cas que Charles Maurras est très jeune, donc est un enfant précoce, il est très intelligent, on vient de le voir. Donc la suite est effectivement son passage au collège catholique d'Aix. Et donc là, nous allons entendre un chapitre donc dans le cadre de ce libre journal de l'identité sur Radio Courtoisie, donc une émission préenregistrée où je reçois Dominique Paoli et Philippe Ariotti. Donc nous allons entendre un chapitre qui repose, donc ce chapitre reposera sur des extraits qui sont tirés les degrés et les sphères qui constituent la 3e des 4 nuits de Provence. 2 mois plus tard, l'heure sonnée de mes études secondaires nous conduisit dans cette ville d'Aix, que l'on appelle bonne, qu'il faudrait dire belle, mais sa gravité me glaça. Je ne l'ai aimée que
que de longues années après l'avoir quitté. Il est vrai que j'ai dû finir par reconnaître à ces hautes façades, aux balcons et aux cariatides de ces vieux hôtels, plus d'une affinité avec le caractère de ma petite ville natale et même de façon profonde avec les éléments de ma propre pensée. Cela ne s'est éclairci que plus tard. J'ai appris avec une véritable consternation que nous habiterions, comme mes cousins de Marseille, une tranche de maison, un étage. Au premier, me disait-on. Mais quoi, même pas de rez-de-chaussée ? Pas de plein pied, avec une rue, un quai, une place. Mais, répondait ma mère, nous allons être sur la place des prêcheurs. Est-ce une place où l'on s'amuse ? Tu t'amuseras au collège. Cela m'entrait mal dans l'esprit. Quand je récapitule ces 9 années pleines de lumière, où par la grâce d'Aix et de plusieurs Aixois, tout me fut découvert sur le plan de la connaissance, je ne puis me défendre néanmoins de noter quelques diminutions. Cette voie nouvelle entraîna sur un autre plan très caché. Jusque-là, nous avions passé à Martigues l'hiver entier, la première moitié du printemps, la seconde moitié de l'automne. Nous réservions à Roquevert le plein de la belle saison. Là, nous sautons à nouveau quelques pages. Par chance, j'étais bon élève. Si ma 8e fut manquée, bien que j'eusse apporté un petit bagage d'histoire de France, l'histoire romaine et de latin, ma 7e fut très brillante. 11 prix, 13 nominations, dit un vieux palmarès. Et les classes suivantes ne furent pas mauvaises, jusqu'à ma 4e, au-delà de laquelle je devins sourd. La logique des choses aurait voulu qu'à ce moment, le silence tendit à rétablir en moi ce qu'une transplantation physique et morale avait affaibli ou détruit. C'était l'occasion ou jamais de retrouver dans l'isolement matériel une vie intérieure approfondie, accrue. Il n'en fut rien. Le silence, la demi-mort de ma personne profonde se trouvèrent même aggravés. Ni les connaissances que j'acquérais par degrés, ni l'initiation régulière au plaisir de l'esprit ne m'empêchèrent de retarder de plus en plus sur ma pensée. Je me repliais, mais sur les livres, je m'enfermais dans les idées. J'achevais de me perdre de vue. Ce fut littéral. Grâce à des maîtres excellents, grâce aux maîtres éminents dont le nom est inséparable de mes premiers progrès réels dans la vie de l'intelligence, celui qui devait devenir Monseigneur Pénon, les passions intellectuelles qui me saisirent m'eurent bientôt pris tout entier. Mais le fait est que je n'y retrouvais rien, ou presque rien, du cœur des sentiments et des volontés qui avaient animé, pétri, configuré ma première enfance. Ce que j'avais senti de personnel alors ne subsistait plus qu'en sommeil et ne sortait que par hasard. Il y fallait le choc d'une grave injustice ou quelques batailles violentes avec un méchant compagnon. Mais alors, j'éclatais en scène farouche dont le collège retentissait, traitant un maître d'imbécile ou arrachant les gonds de la pièce où l'on m'enfermait, quitte à me rendormir au ronron des prix de sagesse. Timidité ? Non, loin de là. Simple repliement. L'autorité supérieure me reprochait alors de manquer d'expansion, de n'être même pas communicatif. J'étais rentré dans ma coquille, où je fis un très long séjour, sans y ruminer autre chose que ce qui grouillait au dehors. Ce genre de mise au repos de l'être intime a-t-il été un mal absolu ? Et n'est-ce pas à la faveur de cette nuit du moi, sentant et du moi voulant que le rayon des connaissances extérieures put me traverser froid et pur, sur un caractère assoupi comme mortifié, les habitudes de l'esprit, les disciplines de l'étude purent mûrir leurs fruits à l'abri des secousses. Les questions et les doutes sur la religion, la curiosité des successions et des révolutions de l'histoire, surtout le culte des poètes, absorbaient, aspiraient, captaient les parties essentielles du drame intérieur sous-jacent. La poésie emportait et sublimait tout, de sorte que je finissais par ne plus distinguer si tout n'était pas rêverie. Et ceci représente 9 années d'une adolescence. C'est un texte absolument terrible, capital, poignant, mais cette surdité... C'est le grand tournant de sa vie. C'est le grand tournant de sa vie, d'abord. Ça met une fin à son espoir le plus extraordinaire. Sa vocation, c'est d'être marin. Oui. C'est l'enfant de la mer. Et là, il ne peut plus, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que dans son ascendance maternelle, qui est d'ailleurs, c'est par cette ascendance maternelle que nous sommes parents, les Garnier, le commandant Garnier, qui avait d'ailleurs navigué au XIXe siècle avec le prince de Joinville, qui est venu d'ailleurs à Martigues il
il y a le souvenir de ce passage du prince de Joinville dans le jardin du chemin de paradis, eh bien, il y avait une tradition d'officiers de marine qui venaient de très loin. Et donc, Maurras, pour lui, c'était ça, c'était la mer. C'était l'enfant de la mer, c'était l'homme de la mer. Et au fond, il aurait été peut-être un grand écrivain de marine aussi, on peut l'imaginer, combinant son amour de la mer et son talent de littéraire, il aurait pu donner quelque chose d'exceptionnel. Et malheureusement, tout ça s'est cassé. Et alors, le problème, c'est qu'étant sourd, il n'arrivait plus à suivre les cours. Et là... Oui, donc on voit un enfant en révolte totale. Ah, c'est la révolte, et il va aller jusqu'à la dépression. Violence, Il ira jusqu'à la dépression, on le sent très très bien. On n'appelait pas dépression à l'époque. Oui, on n'appelait pas ça du tout dépression, mais désespoir, disons. Neurasthénie. Neurasthénie, enfin bref. De toute façon, ça revient au même. Il n'était pas très bien. Oui. En tout cas, il a fallu qu'au milieu de tout cela, il y ait Monseigneur Penon, que vous venez de lire, Philippe Ariotti, et qui a compris qu'il avait en face de lui un enfant exceptionnel et qui s'est rendu compte qu'il ne pouvait plus suivre, étant sourd, les cours. Bon. Alors, il a proposé au principal de demander à Madame Maurras si elle voulait bien qu'il s'occupe, qu'il s'occupât, puisque nous sommes au passé. Et sur Radio Courtoisie. Et sur Radio Courtoisie, mais même de toute façon, de son fils Charles. Joseph était là aussi, faisait ses études aussi au Collège catholique, qui existe toujours d'ailleurs, le Collège catholique, et qui date du XVIIe siècle, sous des noms différents. Et donc, et Monseigneur Penon a été son sauveur, et d'ailleurs, ils ont eu une correspondance qui a duré jusqu'à la mort de Monseigneur Penon dans les années 1920, et qui a été réunie récemment dans un ouvrage dont on donnera les références à la fin. Et c'est la correspondance Maurras-Penon qui est extraordinaire, parce que alors là, ça révèle vraiment le fond de l'âme. S'il y a quelqu'un à qui il se confiait, c'était bien à l'abbé Penon, enfin à Monseigneur Penon, qui était devenu évêque de Moulins. Entendu. Alors justement, est-ce que cette surdité soudaine n'est pas aussi à l'origine de doutes religieux qui l'ont peut-être poursuivi, certainement. Parce que c'est mais certainement, il a été en révolte, vous le disiez tout à l'heure. Il a dû trouver doit se révolter contre Dieu, quoi. Là, oui, Dieu est injuste, quoi. Pour lui, Dieu a été injuste, c'est évident. Ça a joué certainement beaucoup. Vous avez tout à fait raison. Cela dit, il faut avouer que c'est un drame humain, mais alors quel bénéfice malgré tout pour la France, parce que bien sûr. Sans sa surdité, il ne se serait sans doute pas orienté vers le journalisme donc vers la pensée politique. Il n'aurait absolument pas fait la même carrière. Nous aurions beaucoup perdu, je crois. Oui, justement. Malheureusement, son handicap nous est précieux. Il faut effectivement toujours voir le côté positif des drames, et celui-là, il est extrêmement positif, disons. Alors, comment s'oriente-t-il d'ailleurs vers le journalisme ? Comment lui vient l'idée C'est tout naturel. Il faut voir, dans sa précocité d'ailleurs, que vous releviez tout à l'heure, il envoie en 82 une copie sur Tacite extraordinaire, et sa copie du bac. Sur Voltaire, je crois. C'est une lettre à Voltaire. Non, de Turgot qui écrit à Voltaire. Oui, c'est ça. C'est prodigieux, parce qu'il avait 15 ans, non, c'est ça il a 16 ans. Oui, c'est le premier bac, il a 16 ans. Ça, c'est incroyable. C'est en 84. J'ai été professeur, donc quand je lisais des copies de terminale, je la faisais lire à mes élèves, parce que c'est quand même... Vous aviez bien raison. Mais on voit dans tous ces écrits d'adolescents, puis alors enfin il a fait ce que l'on appelait à l'époque, et qu'on n'appelle plus c'est bien dommage, ses humanités. Et il a continué à baigner dans la Grèce et dans Rome. Chez lui, c'était... D'ailleurs, l'abbé Penon, je lui ai reproché un jour, il lui a dit, mais enfin, vous n'êtes pas... Il le tensait parce qu'il ne l'estimait pas suffisamment croyant, et il lui disait, mais vous êtes tout le temps tourné vers la Grèce et vers Rome, et Maurras lui a répondu tout naturellement, c'est vous qui m'avez appris tout ça. Bel esprit de répartie. Alors, justement, nous allons... avancer la répartie, donc devenu adulte, Charles Maurras se tourne donc vers le journalisme. En 1896, il est envoyé couvrir, comme on dit dans le jargon journalistique, les Jeux Olympiques d'Athènes. Et il va en revenir avec un livre en tête qui s'appelle Antinéa, sous-titré d'Athènes à Florence, et dont le premier chapitre s'intitule « Notre mère », alors qui peut s'entendre à deux sens, aux deux sens de l'expression, notre mère maternelle, et notre mère forcément, qui est l'appropriation française de l'expression latine « Mare Nostrum ». Mare Nostrum, oui, justement. Qui est vraiment le cœur de
de sa pensée politique, là encore. Et alors, avant peut-être que Dominique Paoli nous explique l'importance de ce livre, parce que je pense qu'il est vraiment important. Oh, c'est un livre, c'est un de mes préférés de Charles bien Maurras. sûr, c'est un livre, j'allais encore employer le mot fondamental, mais c'est vrai. Il y en a quelques-uns comme ça. Il y a beaucoup de fondamentaux. Il fallait que dans une sélection de lecture, nous choisissions celle-ci. Donc en tout cas, avant que vous nous expliquiez donc toutes les subtilités qui se cachent autour de ce livre et puis l'importance qu'il revêt, donc nous allons écouter Philippe Ariotti nous lire 2 extraits tirés de La Grèce, donc un chapitre intitulé La Grèce, 2 pages sur le Parthénon, et dans le chapitre L'Italie, 2 pages sur Florence. L'heure de mon initiation arriva sans que ma volonté y prît aucune part. J'étais assis près de la route carrossière qui conduit à la grille de la porte Belay. C'est une suite de raidillons comparable à celle du vieux Monaco. Elle est traversée de petits sentiers faisant raccourci et complantée de beaux agaves d'un bleu pâle. Comme j'avais les yeux en l'air, du côté où tendait toute ma pensée, une petite fille de 9 à 10 ans passa devant moi. Je la voyais à peine. Elle attira mon attention en traînant les pieds sur le sable, puis s'arrêta en me faisant signe de mon chemin. Je ne l'avais pas demandé. Le doigt vers l'acropole, elle me regardait en m'adressant un gentil sourire entendu. J'aurais baisé au front la jeune hiérophante, mais je me levai et suivis en aveugle sa direction. Quand au plus haut de l'escalier, je rouvris les yeux, la première colonne des propylées se tenait devant moi, toute dorée, mais toute blanche. Jeune corps enroulé d'une étoffe si transparente qu'on n'en saisit point la couleur, la chair vive y faisant elle-même de la lumière. Elle montait des solides dalles de marbre, fermes sur sa racine, élargies à sa base. Dans toute la longueur, comme des ruisseaux d'un feu sombre, les cannelures symétriques s'enfuyaient dans le libre élément aérien où brillait un sommet misérable et meurtri. Il fallut peu de temps pour prendre connaissance de la silhouette souffrante et souffrir avec elle, avec tout le sage univers, de tant de coups barbares qui l'ont décapité. Son svelte chapiteau et le fardeau que porta cette belle tête gisaient ensemble sur le sol et leurs débris, comme le seuil de quelque cimetière supérieur, manquèrent me tirer des larmes. Si j'avoue n'en avoir versé aucune, oserais-je écrire ce qui suivit? Pourquoi non? Si j'osais le faire. Sur cette colonne, aperçue la première du cœur des jeunes propylées, j'entourai de mes bras l'espace, autant que je pus en tenir, et inclinant la tête, non sans prudence, à cause d'une troupe d'Américains qui se rapprochait avec bruit, prenant même grand soin que l'on me crût en train de mesurer la circonférence, je la baisai de mes lèvres comme une amie. Ni le jeune homme que nous montre M. Melchior de Vogüé, ni cet étranger fanfaron qui s'étant introduit dans le temple de Cnide, passa la nuit entière avec la déesse de marbre et l'épousa complètement, comme le raconte Lucien, ni enfin le sculpteur qui aima la statue jusqu'à l'animer de son souffle. J'ai peine à croire que personne ait connu le même transport. Si le ciel en feu, si la roche dure que je foulais et le marbre que j'étreignais ne fournirent point de réponse à la vibration secrète de ce baiser, si je fus seul ou me crus mêlé à d'universelles ivresses, c'est un point qu'il est superflu de traiter, car le doute et la foi y deviennent insoutenables. Ce qui n'admet ni foi ni doute étant certain, c'est l'état de folie lyrique où je roulais avec une complaisance infinie, sans cesser de tenir la belle substance embrassée. Rien de tel ne m'avait été murmuré à l'oreille depuis le jour de ma jeunesse, où l'enceinte dévastée du théâtre d'Arles m'avait fait éprouver la présence réelle et au même moment le deuil de la vie antique. C'est magnifique, c'est superbe, ce texte. oui. Alors, Antinéa, il faut dire que c'est lui qui a choisi ce titre, bien sûr, et c'est parce que c'est la version grecque, enfin le mot Antinéa, qui signifie la ville des fleurs. Et nous allons voir que pour Florence, bien sûr aussi, mais en latin cette fois-ci, c'est la ville des fleurs. Pour lui, c'est le lien. Oui, c'est le passage de témoin entre deux civilisations qui portent, et de deux villes qui portent le même nom, en fin de compte. Oui, tout à fait. La ville des fleurs. Alors, nous écoutons donc ce chapitre, enfin cet extrait du chapitre sur Florence. À l'angle d'une rue obscure qui débouchait sur une place vivement éclairée, j'ai senti comme un coup au cœur la gravité, la force et la majesté florentine. Quel visage sévère, dur, aux traits anguleux et profonds me montra le génie toscan.
D'âpres maisons de pierre nue, de hautes façades aveugles, sombres, mortes à tout, brisant ou lassant le regard, hostiles au mouvement de la curiosité et enfin presque menaçantes. Ce sont les palais de Florence. Des points de fer sortent du mur de place en place. Il paraît que jadis, on fixait là-dedans des torches, mais on les dirait tendues contre le passant. Aucune autre saillie. Et des portes épaisses de bois dur ou de fer massif, couvertes de dessins farouches, souvent parsemés de gros clous d'un métal qui ne brille pas. Au-dessus de ces portes, la pierre, une pierre orgueilleuse, froide, dense, insensible, que les gens du pays nomment, je crois, pierre sereine, peut-être de ce qu'elle défie le temps et l'homme. Les temples de l'Attique ont aussi un aspect de sérénité éternelle, mais la force en est souriante, un air léger circule autour des solides colonnes. Ici, point de colonne, la paroi lisse, ardue, jusqu'à la hauteur d'un second ou d'un troisième étage parisien. Ces austères façades ne montrent aucune croisée, ne supportent pas de corniche, nul ornement que le grain serré des matériaux et leur belle teinte d'or sombre. Nous passons un paragraphe. Ce violent appareil est au premier plan de Florence, mais pour arriver au second, il faut du temps, une volonté soutenue. Et cependant, il ne faut que lever les yeux. L'accablement est si extrême qu'on les tient fixés près de terre. Un nouveau sentiment se forme au fur et à mesure que monte le regard. Ce qui naît brusquement du sol avec un aspect de prison, de citadelle ou de tombeau s'achève plus haut en dentelle. Cette pierre, qui épouvante dans son rugueux et triste soubassement, s'épanouit auprès du ciel de charmantes délicatesses dont la limpidité de l'air permet de compter le détail. Elle est brodée abondamment d'écussons, de corniches et d'autres reliefs d'une grâce fine. Tout en haut, les fenêtres surtout font des miracles. De sveltes colonnettes, simples ou accouplées, soutiennent le cintre ou l'arcade aiguë. Plus elles approchent du faîte, plus leur ciselure légère étonne de richesse et de subtilité. On songe à ces grands arbres dont le tronc nu est gris et les branches obscures finissent par jeter une multitude de fleurs. Tantôt paré d'une corniche, comme chez les Strozzi, tantôt ceint de créneaux fourchis, ou simplement couvert d'une toiture à pente douce, le faîte de quelques-uns de ces monuments, le Palais Vieux, le Bargello, qui servit autrefois de prison à la République, est surmonté d'une haute tour à 4 angles. Celle-ci porte au nu, comme une offrande ou un défi, la cloche et le lys de Florence. Vous savez, c'est assez extraordinaire. Ce texte, je l'avais relu il y a un mois, parce que justement, j'allais à Florence. Et j'aime bien préparer, évidemment, mes voyages. Et je l'ai lu avant et je l'ai lu après. Et c'était extraordinaire parce que c'est évidemment, tout à fait ça. Et on ne peut appréhender Florence et le comprendre que si on a lu ce texte, parce que sinon on se dit mais qu'est-ce que c'est que toutes ces rues étroites, très médiévales. Bon, Maurras traite Florence de la ville de la guerre civile entre les Guelfes et les Gibelins, bien entendu, du Moyen-Âge. Mais il faut, pour la comprendre, il vaut mieux lire ce texte parce qu'il montre effectivement cette chose extraordinaire, c'est que c'est très puissant, très lourd, c'est très défensif en bas et alors après, quand on monte, on imagine que les gens sont moins acrobates quand même, donc vers le haut, ça devient léger. Et c'est d'ailleurs à Florence, il est très agréable de pouvoir se balader sur les terrasses pour avoir une idée beaucoup plus précise et maurassienne, je dirais, de cette ville. Oui, donc expliquons donc aux auditeurs de Radio Courtoisie que Florence a été une ville effectivement de guerre civile. Machiavel l'a très bien raconté d'ailleurs, au-delà du Prince, donc dans ses correspondances, et puis dans sa vie tout simplement. Si on lit sa vie, il est partagé. Sa carrière est d'ailleurs rythmée par les guerres civiles. Et donc les habitants barricadés, blindés, si l'on peut dire, le rez-de-chaussée qui était forcément vulnérable, et donc laisser ensuite l'architecture s'épanouir. Lorsque les étages montaient. Oui, alors on retrouve ça à Sienne d'ailleurs. C'est la même chose. C'est encore plus dur, je dirais, à Sienne. Et c'est assez désorientant parce que l'Italie, on imagine la douceur de la campagne toscane. Et là, il y a quelque chose de très dur, de très rugueux.
Alors, ce voyage qu'il a fait donc en 1896... c'est un coup de foudre, on a l'impression. Ah oui. Et en même temps, il y avait été évidemment éminemment préparé. Mais si on résume, après il est allé en Corse, il est allé d'ailleurs au British Museum à Londres pour voir les frises du Parthénon, il a tout fait, hein. Il a fait la totale, la Corse, il a beaucoup aimé la Corse aussi. Et si on résume la pensée de Maurras, les sensations de Maurras sur Antinéa et sur ce voyage surtout, il écrit dans Antinéa précisément que d'abord il est allé, un poète lui avait dit qu'il va à Athènes comme on va à un rendez-vous d'amour, ce qui est quand même une très jolie formule, et il dit lui-même, durant un mois, j'ai su ce que c'est que la grâce, j'ai su ce que c'est que la force, et j'ai connu par un toucher sensuel et physique ce que c'est que l'essence claire de leur accord. Voilà qui résume tout à fait cette expérience grecque et italienne et toscane. Comme toujours, il s'est trouvé des mots absolument extraordinaires pour, c'est bien le cas, hein, extraordinaires pour raconter ses sentiments et ses impressions, disons. Alors, quelles seront les conséquences du voyage en Grèce, alors ? C'est un tournant pour lui. Vous avez vu que avec l'histoire de la déclaration des faits libres fédéralistes, il a déjà quand même un pied dans l'analyse politique. Oui. Hein. Mais alors, en Grèce, évidemment, c'est le grand tournant, et c'est après après qu'il va, très peu de temps après son retour, il va vraiment se lancer dans la politique, avec tous les scandales, qui éclatent, qui depuis pas mal de décennies sous la Troisième République. Et c'est là qu'il écrira j'entrais en politique comme on entre en religion. Ouais. Car finalement, en entrant en politique, il fait le deuil de tout ce qui avait bercé son adolescence malgré sa surdité. Alors, il y a vraiment pour lui, effectivement, un tournant fondamental avec une analyse de la Grèce où il dit, il est très sévère pour la République grecque. Ça, c'est important. Oui, et il admire la royauté qui a précédé précisément la République. Et sans compter, encore une fois, que la Grèce ne se résume pas à Athènes et que la Grèce, c'est aussi Sparte et sa double monarchie, c'est Mycène, on retombe sur le fédéralisme, en quelque sorte. Oui. Et en outre, même la démocratie athénienne n'a rien à voir avec la démocratie actuelle. Hein. Non, bien sûr que non. La démocratie qui est en fait la dirigeante de la Ligue de Délos, qui est une thalassocratie, et la manière dont on obtenait la citoyenneté à Athènes, nous ne sommes pas dans Rousseau, quoi. Non, absolument pas. Non plus dans la démocratie révolutionnaire. En plus, il y avait une proximité chez les Grecs dans chaque ville pour discuter sur la place publique de la l'agora. Et en fin de compte, je vais peut-être faire une comparaison. D'ailleurs, Maurras en parle de la Suisse. Ça rappelle quand même un peu le système suisse actuel. Ah, complètement. Où les gens discutent entre eux d'une manière très, très et même précise. Rousseau dans, je sais plus dans quoi d'ailleurs, mais racontait lui-même, il en était conscient que la démocratie n'était applicable que à de toutes petites structures humaines. Absolument, mais et ce sont encore une fois les révolutionnaires et puis les idéologues du XXe siècle qui ont complètement dévoyé. Rousseau était peut-être pas aussi, comment dirais-je, j'allais dire un mot méchant, mais disons illuminé ou aveuglé en tout cas. Que cela. Oui, mais Maurras de toute façon dit bien que la royauté pour la France et pour d'autres pays d'ailleurs est le moins mauvais régime possible, mais que par exemple il ne l'imagine pas pour la Suisse précisément. Tout à fait, parce que justement il applique ses idées politiques à des réalités concrètes. Exactement. Et pas l'inverse. Et il n'essaye pas de faire rentrer ses théories dans un moule au forceps. Oui, moule dans lequel nous vivons depuis 2 siècles. Voilà. Alors, en tout cas, pour mieux défendre son héritage gréco-latin, pour mieux défendre la France, on retrouve Maurras, effectivement, on l'a dit, donc après cette espèce de choc politique, on le retrouve sur la dentelle du rempart à Paris. Mais est-ce qu'il garde des liens alors avec la Provence, avec Martigues ? Alors là, ça c'est très important. D'abord, il y retourne régulièrement. Il y retourne forcément tous les étés, même parfois au printemps. Et puis même après la mort de sa mère, il va, pour employer un mot moderne, se ressourcer. Et puis alors, il a une grande passion pour son jardin.
qu'il va faire aménager. C'est lui qui va faire construire le fameux mur des fastes. Le mur des fastes, c'est un mur qui est donc à gauche de la maison, dans le jardin, et sur lequel sont mentionnées toute une série de gloires donc auxquelles il est attaché. Il y a une statue de Gérard Tanque, vous savez, l'hospitalier de Saint-Jean, qui est parti de Martigues et qui a été quasiment le fondateur de l'ordre. Et puis, il a l'allée des philosophes, qui sont des rangées de cyprès. Il y a, enfin, l'ensemble, c'est lui qui l'a conçu. Il n'en a pas vu la réalisation finale, parce qu'il est allé en captivité. Mais alors, en plus, tout le monde s'accorde à dire, il y a reçu en particulier Joseph Kessel. Ah oui, j'allais dire, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il reçoit? Voilà. Oui. Alors, tout le monde s'accorde à dire qu'il était un hôte extraordinaire. Et puis alors, il dit bien lui-même que tout ce qui était table, nourriture, etc., il n'y pensait pas trop pendant l'année, mais dès qu'il était en Provence, alors son appétit se réveillait et il faisait réaliser, il commandait des plats vraiment locaux. Et d'ailleurs, les témoignages des gens qui sont venus le voir, qui étaient ses invités, le disent. Et Joseph Kessel est venu le voir et fait une description de lui assez extraordinaire, qui ne ressemble absolument pas au Maurras parisien. Bon, il y a vraiment un fossé immense. Et Joseph Kessel avait été très, très, très marqué par sa rencontre avec Maurras à Martigues. Et il en a écrit 2 livres après, un entretien avec Charles Maurras qu'il a publié en 26, et De la rue de Rome au chemin de Paris, la rue de Rome étant évidemment Action française, en 27. Donc vraiment là, on trouve... Alors il a reçu aussi, on peut pas énumérer tout le monde, la duchesse de Guise, qui est venue en 34, et entre autres, il y a d'autres membres de la famille de France qui sont venus, et c'est là que la plaque mentionnant Joinville et son grand-père, le commandant Garnier, a été apposée dans le jardin. Et son cœur, donc je l'ai dit, son cœur est là, en dessous du mur des fastes. Et alors, pendant l'occupation, il est donc descendu de Paris à Lyon. Alors, est-ce qu'il s'y rend plus souvent? Ah oui, il peut s'y rendre facilement, puisqu'il est en zone non occupée. Et puis il est en zone non occupée. Il va de Lyon, mais alors évidemment, après 42, c'est moins, mais il arrive à venir quand même. Non, il n'a plus pu venir que lorsqu'il a été mis en prison. Emprisonné, oui. Alors, hélas. Oui, je crois que le temps a couru. 10 minutes à peu près. Alors, l'émission, donc, nous touchons au port, et il est temps d'aborder donc la postérité de Charles Maurras. Alors, pour cela, nous allons écouter quelques pages de l'introduction de Sans la muraille des cyprès et un poème en forme d'épilogue intitulé La prière de la faim. Car il faut le redire en terminant cette page qui introduit un recueil de pensées fort générales et abstraites, leur sécheresse ne doit tromper ni rebuter qui que ce soit. C'est apparence pure. Jeunes gens, jeunes filles de ma double postérité, il ne serait pas juste de vous figurer que rien n'ait pu vraiment m'abstraire de votre pensée vivante et prochaine. C'est le contraire qui est certain. Je l'écris dans une espèce de testament. Leur parler de ces hautes généralités revient à dire ce qui convient à tous les hommes et à toutes les femmes dans ce qui leur est le plus commun et ce qui se retrouve pour chacun et chacune dans toutes les moindres parcelles de l'espace et du temps. Ainsi répétons-nous les mêmes vérités élémentaires dans chaque opération de l'arithmétique. On dit la vie, elle est dans 2 et 2 font 4 comme un premier baiser ou un dernier soupir. On s'imagine ne pouvoir saisir au juste la vie que dans les cas particuliers qu'on isole du reste. Or, c'est dans ce reste très général que la vraie vie est rassemblée le plus puissamment et s'exerce le plus profondément. La vie m'est échue comme une surprise extraordinaire. Je ne m'y suis jamais bien accoutumé, ni parfaitement reconnu. Mais j'ai toujours cherché, comme l'unique moyen de m'y adapter, les lois suprêmes qui la règlent pour cadencer le mouvement de cette aventure inouïe. Le peu que j'ai pu y comprendre apporte une évidence claire. Nous sommes des nous, bien plus que des moi. Ces nous font une chaîne très longue mais très serrée. Et c'est en nous efforçant de la concevoir que nous avons chance de le reconnaître, notre nature, et pouvons la saisir dans ce qu'elle a de simple et de sûr. Alors, et peut-être pour enchaîner sur la prière de la faim. Tout à fait, oui. Seigneur, endormez-moi dans votre paix certaine, entre les bras de l'espérance et de l'amour. Ce vieux cœur de soldat n'a point connu de haine, et pour vos seuls vrais biens a battu sans retour.
Le combat qu'il soutint fut pour une patrie, pour un roi les plus beaux qu'on ait vus sous le ciel. La France des Bourbons, de mesdames Marie, Jeanne d'Arc et Thérèse et monsieur Saint-Michel. Notre Paris jamais ne rompit avec Rome. Rome d'Athènes en fleurs a récolté le fruit. Beauté, raison, vertu, tous les honneurs de l'homme, les visages divins qui sortent de ma nuit. Car Seigneur, je ne sais qui vous êtes. J'ignore quel est cet artisan du vivre et du mourir, au cœur appelé mien, quelles ondes sonores ont dit ou contredit son éternel désir. Et je ne comprends rien à l'être de mon être. Tant de dieux ennemis se le sont disputés. Mes os vont soulever la dalle des ancêtres. Je cherche en y tombant la même vérité. Écoutez ce besoin de comprendre pour croire. Est-il un sens aux mots que je profère? Est-il, outre leur labyrinthe, une porte de gloire? Ariane me manque et je n'ai pas son fil. Comment croire, Seigneur, pour une âme que traîne son obscur appétit des lumières du jour? Seigneur, endormez-la dans votre paix certaine, entre les bras de l'espérance et de l'amour. Et ça a été écrit à Clairvaux, dans la prison. Bagne, donc, hein, oui. Ouais, juin 1950, là où avait été d'ailleurs emprisonné le duc d'Orléans, Philippe VIII. C'est une magnifique demande de grâce. Là, hein. Ah ouais, moi, je trouve que vraiment, il y a tout d'abord. C'est un résumé de la pensée de Maurras, des références de Maurras, des élans de Maurras, de ses enthousiasmes, je dirais. Et en même temps, ça tire les larmes parce que c'est absolument extraordinaire. Et ça règle la question de ces doutes religieux parce que là, il demande clairement la grâce. Ah oui, là. Il est dans une démarche de croyance. Hein, je pense, on a d'ailleurs dit que à la fin de sa vie, il avait retrouvé la foi. En tout cas, pour la première fois, j'entends venir quelqu'un. C'est ça, voilà. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce poème est une pure merveille. Oui, tout à fait. Et absolument pas pleurnichard. Comment arrive-t-on à faire des choses aussi belles sans pleurnicher, sans en pleurer? C'est extraordinaire. C'est là où on voit pas le talent, le génie. Vraiment. Ah oui, c'est tout son génie est là. Son génie qui est là. Vous avez tout à fait raison, Philippe. Tout à fait raison. Et alors nous sommes là, oui, donc au cœur du sens que Charles Maurras a donné à son combat politique, qui était encore une fois, rappelons-le, la défense de la vie. Avant même la défense de la royauté, c'est la défense de la vie. Alors, malheureusement, nous arrivons vraiment à la fin. Quelques conseils bibliographiques, peut-être? Oui, alors, donc, le livre que j'ai cité, Stéphane Giocanti, Maurras, le chaos et l'ordre dans les grandes biographies de Flammarion, paru en 2006. Dieu et le roi, correspondance entre Charles Maurras et l'abbé Penon, 1883-1928, aux éditions Privat en 2007. C'est présenté par Axel Tisserand, qui avait d'ailleurs, 3 ans auparavant, présenté les lettres des Jeux Olympiques, le soliloque du prisonnier qui vient d'être publié cette année aux éditions de Lerne, et puis les œuvres capitales, qui sont 4 volumes qui avaient été publiés chez Flammarion. Et que vous retrouverez, chers auditeurs de Radio Courtoisie, sur notre blog, avec toutes les références nécessaires. Et sur le site maurras.net, qui est le site de l'association. Entendu. Philippe Ariotti, peut-être un mot sur le Théâtre du Nord-Ouest. Vous jouez la biche? Je vais jouer à partir de la biche. Je répète l'affaire de la rue de l'Oursine, qui est une des meilleures pièces, c'est pour ça que je l'ai choisie, et qui est une très jolie pièce que je joue à partir du 6 octobre. Au Théâtre du Nord-Ouest. Et puis je vais jouer aussi au Théâtre du Guichet-Montparnasse un spectacle sur Andersen, qui s'appelle Au pays d'Andersen, dans lequel il y a 4 contes. Voilà. Entendu. Alors nous nous quittons en musique avec un générique qui n'est pas celui habituel. Philippe Ariotti, voulez-vous nous le présenter? Eh bien oui, je vous ai fredonné tout à l'heure cette chanson qui est qu'on attribue à la fois à Mozart et à Adolphe Adam, et qui s'appelle « À vous dirai-je maman » que Maurras a entendu fredonner par son père. Voilà. Donc vous allez l'entendre par une grande, très très grande, qui s'appelle Mado Robin. Chers auditeurs, merci de votre attention. Je vous dis au mois prochain. Merci.